Bonjour Stéphane, ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravi de t'accueillir. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu qui tu es, ton parcours et ce qui t'amène ici? Bonjour Yann, bonjour aux auditeurs. Eh bien, je suis Stéphane Blo, je suis 100% normand, natif de cette belle ville d'Honfleur. Me revoilà en Normandie après un joli parcours à la fois à l'international et je dirais dans le sud de la France. J'ai 52 ans, je suis divorcé, sans enfant. Aujourd'hui, je suis titulaire d'une maîtrise en maintenance industrielle. Donc je me destinais à des postes de directeur technique maintenance dans les industries. Mhm. Et force est de constater que durant maintenant pas loin de 40 ans d'exercice dans l'industrie, puisque j'ai commencé toute ma carrière professionnelle dès l'âge de 16 ans. J'en ai 52 aujourd'hui, bon voilà, presque 40 ans. Et force est de constater que j'ai quand même passé une bonne partie de mon temps en production en tant que directeur de production. Donc l'énorme avantage dont je dispose aujourd'hui, c'est que je peux effectivement parler deux langages, le langage de la production et le langage de la maintenance industrielle. Justement, ça, Stéphane, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que souvent on est cloisonné. Il y a les gens qui font un parcours maintenance qui ont du mal à quitter ça. Ou alors pour être en prod, il faut un diplôme d'ingénieur. Toi, c'est pas le cas sur le diplôme d'ingénieur. Et tu as un super parcours en maintenance industrielle. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est aujourd'hui une grosse quantité de candidats qu'on recrute. Est-ce que tu peux nous faire un petit laïus sur ton parcours en maintenance industrielle, ce que tu as apporté, comment tu as développé tes compétences et à la limite, comment tu as glissé vers la production en fait, puisque je pense que ça va intéresser du monde de savoir comment tu as réussi à switcher de l'un à l'autre, puisque généralement on est quand même très cloisonné. Alors, beaucoup de choses à travers tes demandes. Justement, le point de départ de l'homme que je suis aujourd'hui, professionnellement parlant, démarre dès l'âge de 12 ans, puisque j'ai eu l'occasion de visiter l'entreprise de mon papa, puisque mon papa était opérateur de production dans l'entreprise de Renault Sandouville, donc à proximité du Havre. Et donc, vous vous doutez bien, à 12 ans, visitant les ateliers avec justement l'implémentation des robots qui arrivaient à ce moment-là, hein, on parle de ça il y a plus de 40 ans. Ouais. Effectivement, pour moi, jeune garçon que j'étais, c'était juste phénoménal. Et j'avais dit à mes parents, je me souviens avec beaucoup d'émotion, un jour je serais capable de pouvoir piloter un robot. C'était comme ça que je l'exprimais à l'âge de 12 ans. Et puis, il s'est avéré que en fin de collège, mes parents n'ayant pas beaucoup de moyens, parce que mon papa était donc opérateur et ma maman femme de ménage, c'était difficile pour eux de me lancer dans des études supérieures. Mon père voulait dès la troisième de collège, que je puisse rentrer chez Renault. Donc je lui ai dit, écoute, c'est très gentil de ta part, mais moi je pense que j'ai quand même la capacité de pouvoir poursuivre mes études. Et donc oui, mais il fallait financièrement pouvoir se débrouiller. Et donc la voie de l'apprentissage est venue tout naturellement. Au départ, non pas pour acquérir de l'expérience professionnelle, mais c'était tout simplement pour que je puisse avoir un petit quelque chose financièrement pour pouvoir vivre, hein, tout simplement. Mhm. Voilà, et puis donc c'est la raison pour laquelle je suis rentré dans cette voie de l'apprentissage. On en reparlera certainement un petit peu plus tard. Et donc la direction était toute tracée. Je voulais rentrer dans l'industrie et forcément piloter ces fameux robots. Donc je me suis renseigné sur les voies possibles. Et donc c'est là où j'ai eu l'occasion de savoir qu'un centre de formation d'apprentis, initialement c'était le centre de formation d'apprentis de l'ancienne société métallurgique de Colombelles, la NSM, je ne sais plus exactement la terminologie de cette société. Maintenant, il y a toujours le haut fourneau que l'on voit en arrivant sur cette belle ville de Caen.
Je vois bien. Donc voilà, donc j'avais des professeurs de cette industrie qui nous formaient. Et voilà, donc j'ai effectué effectivement une filière un peu atypique puisque j'ai commencé avec un CAP BEP en maintenance industrielle, ensuite un bac professionnel en maintenance industrielle toujours. Donc le bac professionnel, je l'ai réalisé via l'entreprise Isorois basée sur notre belle ville d'Honfleur. Mhm. Donc en tant que technicien de maintenance, hein, donc voilà, j'étais au sein du département de maintenance de cette société Isorois, qui avait aussi une autre entité du côté de Lisieux. Et ensuite, tout naturellement, je voulais continuer, même si j'avais une proposition d'embauche après mon bac professionnel. Vous doutez bien, les entrepreneurs, quand ils s'engagent près de vous après 2 ans de bons et loyaux services, souhaitent que vous restiez au sein de leur département. Mais moi, Mhm. je voulais poursuivre ma carrière vers un BTS. Et surtout, ce qui m'a toujours animé, c'est de pouvoir changer de secteur d'activité. Ça, je sais pas d'où D'accord. ça me vient, mais entre le bois, l'agroalimentaire, l'électroménager, l'automobile, la pharma, enfin, vous allez voir mon parcours, effectivement, il y a un peu de tout. Mais c'était surtout pour vraiment acquérir de l'expérience, cette fois-ci professionnelle, dans différents domaines et toucher un petit peu à différentes technologies. Donc BTS en maintenance industrielle et j'ai eu l'occasion de l'exercer au sein d'une très belle entreprise qui est située à l'entrée de Bayeux. Le groupe Lactalis, donc à l'époque ça s'appelait la société Lactel. Mhm. Voilà, donc 2 belles années dans cette entité. Pareil, la question s'est posée aussi en fin de mes études de pouvoir m'embaucher, mais voilà, j'avais toujours envie de pouvoir poursuivre. Et pareil, de vouloir changer. Donc effectivement, j'avais dans l'idée de pouvoir faire mes 3 ans d'alternance en tant qu'ingénieur en maintenance industrielle toujours. Et puis finalement, j'ai choisi la voie cette fois-ci de l'université via l'université du Havre. Donc c'est pour pouvoir y effectuer donc mon diplôme de maîtrise en maintenance industrielle. Donc c'est la faculté des sciences et techniques avancées de la maintenance qui est basée au Havre. Et là, pour pouvoir subvenir à mes besoins, je travaillais les étés, voilà, en Mhm. usine en tant que technicien de maintenance. Mais c'est surtout D'accord. que pendant 2 années, voilà, j'étais pion dans un établissement scolaire, donc dans un lycée professionnel du Havre. Ça a pas été une expérience simple, mais enrichissante. Et voilà, donc me voilà arrivé à ma maîtrise. L'objectif, c'était de faire un DESS, notamment Mhm. l'Université du Havre proposait le DESS en sûreté de fonctionnement, plus basé sur la sécurité hein, des sites et notamment sur la région havraise avec l'ensemble des sites Céveso, avec de belles entités entre Total Energy et d'autres dans la chimie. Effectivement, il y avait des besoins en ce sens, si ce n'est que moi, dès la maîtrise, j'ai été fortement sollicité par plein d'entreprises. Nous avions la chance au sein de l'université d'avoir un bureau recensant justement les besoins des industriels, normands ou pas. D'accord. Et voilà, donc finalement, j'ai opté pour cette fois-ci pour pouvoir m'expatrier non plus sur le Havre, mais sur Caen. Et c'est là où j'ai atterri chez PSA Peugeot Citroën, voilà, où j'ai réellement D'accord. démarré ma carrière de manager. Ok. Alors j'ai une première question en tant qu'ancien alternant justement. Pourquoi choisir l'alternant? Pour ceux qui se questionnent, on est pas mal sollicité nous par les candidats ou en tout cas par des gens durant leurs études sur cette option. Est-ce que je fais de l'alternance ou pas? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Alors moi, vraiment, ce qui m'a le plus ravi à travers ce choix-là, c'est de pouvoir mettre un pied au cœur du réacteur, c'est-à-dire être dans l'entreprise, confronté aux difficultés des salariés. J'aime cette ambiance, j'ai appris à l'aimer et je l'aime encore aujourd'hui. Voilà, donc de pouvoir être vraiment au cœur du système dans un département, donc vous l'avez bien compris, maintenance, Mhm. avec tout ce que ça compose. Donc on a un chef, on a des techniciens de maintenance qui œuvrent en tant que salariés, qui sont à votre écoute, qui vous donnent pour certains beaucoup de temps, d'autres un peu moins. Enfin voilà, on apprend
à connaître les caractères de ses collègues, etc., etc. De pouvoir donc intervenir au cœur des systèmes de production automatisés. Donc voilà, moi je voulais vraiment être au cœur du système. L'aspect scolaire me plaisait, hein, il n'y avait pas de souci avec ça, mais vous doutez bien que 2 semaines en centre de formation, 2 semaines en entreprise, ben, je trouvais que l'association était juste parfaite pour moi, l'équilibre était juste comme il le fallait. Et puis bon, bah forcément, on est sujet aussi aux heures de l'entreprise, donc forcément, en tant qu'étudiant, ça change un petit peu la donne. Donc voilà, donc ça me permettait de petit à petit d'aller vers mes futures fonctions et de mieux apprendre à connaître les entreprises, le monde de l'entreprise. Ok. Ok, et justement, si on se place de l'autre côté du prisme, en tant que manager, j'imagine du coup que tu as recruté des alternants. Quel conseil tu aurais à donner à des personnes qui recruteraient leurs premiers alternants pour que ce soit une réussite, parce qu'on entend beaucoup les gens se plaindre des nouvelles générations, etc., etc. Quand on embauche des alternants, c'est pour certaines raisons. Est-ce que toi, tu as des recommandations justement? Alors oui, bon bah vous doutez bien que étant au cœur du système, il y a des choses qui me satisfaisaient, puis d'autres qui étaient juste totalement inadmissibles. Mais c'est ce qu'on appelle l'expérience professionnelle, c'est-à-dire que il y a 40 ans, souvent on entendait dire entre la production, la maintenance, voilà, ça, voilà, et effectivement c'était le cas. Donc parfois je me suis même posé la question de savoir mais qu'est-ce que je fais dans l'industrie? Ou alors, enfin franchement, demain, si je suis un manager, jamais je me comporterai comme ça. Et donc, D'accord. les conseils que je préconise, c'est lorsqu'une entreprise s'investit pleinement vers des apprentis, c'est vraiment de s'en occuper. C'est essentiel. Si vous voulez demain que ces jeunes puissent faire partie de vos effectifs, il est essentiel, au même titre que les intérimaires, au même titre que les stagiaires, là, c'est un peu aussi le manager qui parle. C'est-à-dire que moi, j'ai cette sensibilité vis-à-vis de justement de cette population, que ce soit stagiaire, intérimaire et donc apprenti. Mhm. Il est essentiel de les cadrer, de les encadrer, de les suivre, de leur fixer des objectifs, de voir un petit peu leur évolution, voilà, et non pas de les laisser dans la nature en se disant bah youpi tralala, on a des subventions, c'est super, voilà, et puis on laisse le garçon ou la jeune fille livrer à lui-même. Donc non, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, moi me concernant, voilà. Donc Ok. il est essentiel que les employeurs puissent vraiment avoir un intérêt important vis-à-vis de ces jeunes ou moins jeunes, hein, peu importe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Euh, L'intérêt, c'est de pouvoir répondre surtout aux difficultés que l'on rencontre aujourd'hui. Et vous allez voir justement, on y reviendra dans mes nouvelles fonctions. Euh, c'est incroyable comme je suis sollicité pour des problématiques d'effectifs. D'accord. Donc, il y a de la stratégie, et quand on parle de stratégie, stratégie budgétaire, stratégie de gestion humaine, si on a la chance d'avoir quelques DRH qui nous écoutent, eh ben, ça sera avec grand plaisir. Mais il est essentiel, un des piliers pour pouvoir faire en sorte que l'outil industriel puisse continuer à vivre convenablement, il est essentiel que justement on passe par la voie de l'apprentissage. Mais ce que je vous dis là, on en parlait aussi déjà il y a 40 ans. Euh, j'ai eu l'occasion de travailler dans des secteurs d'activité qui n'étaient absolument pas touchés par des problématiques d'absentéisme. On entend parler de burn-out, enfin, on entend parler de plein de choses, d'arrêt maladie. Et force est de constater, ça c'est factuel, hein, moi je ne porte pas de jugement, mais que il devient de plus en plus difficile de pouvoir disposer de personnes qualifiées, motivées, Mhm.
Voilà, donc pour moi, un des critères qui permettrait de garder de la sérénité au sein des équipes et justement d'éviter de reporter ces absences, donc ce travail non réalisé de par quelques absences reportées auprès de d'autres collaborateurs, d'autres collègues par exemple. Mais effectivement, il faut essayer d'anticiper et je pense que la voie de l'apprentissage en est une des solutions, mais c'est pas la seule. D'accord. Donc voilà, Ok. donc bien encadrer les jeunes ou les moins jeunes, je sais pas pourquoi je dis les jeunes, voilà, tous ceux qui sont dans le milieu de l'apprentissage, et de pouvoir demain bien les intégrer au cœur du système de l'entreprise. Ok, très clair. Euh, Comme on l'a vu, toi, tu as un parcours qui débute donc par la maintenance et qui glisse vers la production. Comment tu as réussi à faire ce saut-là? On a beaucoup de techniciens de maintenance qui ont le sentiment d'être enfermés dans ce métier, de ne faire que de la maintenance. Alors c'est un métier passion, donc il y en a quand même beaucoup qui sont très heureux. Mais souvent, on a des gens qui nous sollicitent sur comment je peux passer en production. Donc pour toi, c'est quoi la bonne approche? Comment faire pour réussir à faire ce switch-là? Alors déjà, je dirais, c'est une question de volonté. Il faut apprécier ce que l'on fait. Je ne suis pas passé de la maintenance à la production parce que j'étais pieds et poings liés. Il y a toute une réflexion avec ma hiérarchique de l'époque. Donc effectivement, comme je vous l'exprimais, après ma maîtrise, mon premier poste de manager, j'ai eu l'occasion de l'exercer pendant 5 ans au sein de l'entité PSA Peugeot Citroën de cette magnifique usine basée à Cormeilles-le-Royal, à proximité de Caen. Mhm, Alors, moi, ce que j'aime beaucoup chez PSA Peugeot Citroën, c'est ce qu'on appelle l'intégration. C'est-à-dire que tous les cadres passent par une phase d'intégration. Donc, moi, pendant plus de 6 mois, j'ai eu l'occasion de m'intégrer en tant que technicien de maintenance. Donc, je faisais mhm, partie du service maintenance alors que je me destinais à être directeur technique maintenance dans cette entité. Ça avait été clairement exprimé lors de mon embauche, mais il fallait mhm. suivre ce processus. De technicien de maintenance, j'ai fait un passage en tant que chef d'équipe maintenance. Voilà, donc D'accord. j'avais à peu près une trentaine de techniciens de maintenance. Et ensuite, il m'a été proposé, non pas un poste de directeur technique maintenance, mais un poste de directeur de production. D'accord. Ce qu'on appelle plus communément chez PSA responsable groupe RG de D'accord. fabrication. Et comme tout se passait très bien pour moi, j'avais eu l'occasion de faire de très très belles choses au sein de chez PSA Peugeot Citroën parce que j'ai été formé notamment à la robotique, donc on y revient. J'ai passé plus d'une semaine de stage chez Fanuc D'accord. puisqu'effectivement sur le site de Caen, ils venaient tout juste d'intégrer des nouveaux trains arrière en aluminium. C'était une Mhm, première chez PSA Peugeot Citroën, et donc il y avait eu énormément d'investissements de d'îlots robotisés Fanuc, qui était une nouvelle marque pour le groupe, puisque mhm. initialement ils avaient pour habitude de travailler avec la marque ABB. D'accord. Et donc, j'ai passé beaucoup d'heures à effectuer des dépannages. Donc, j'étais vraiment technicien de maintenance, hein. Voilà, on m'appelait même les week-ends, même la nuit pour pouvoir intervenir. Donc, j'avais cette facilité-là. J'avais parfaitement compris ce qui m'avait été exprimé lors du centre de formation de Paris. D'accord. Et donc tout ça pour vous dire que mon évolution lors de mon intégration s'est faite vite et très bien. Je dis pas ça pour me faire plaisir, mais c'est vraiment la réalité. Et donc ma direction Mhm. m'a tout de suite mis responsable du D'accord. démarrage des véhicules 407 et C5 au niveau du train arrière. Donc ferrage et usinage de cette traverse en aluminium qui était vraiment une première dans le groupe. J'ai eu l'occasion justement en tant que directeur de production de travailler en partenariat avec les équipes d'ingénieurs de chez BMW à Munich, Mhm. puisqu'on utilisait exactement les mêmes centres d'usinage. Donc voilà, donc il y avait de D'accord. la coopération de toute façon.
Donc voilà, il m'avait été proposé par ma direction, de par mon intégration, qui avait été pour eux très, enfin, un très bel effort de ma part, techniquement parlant, et puis en termes de disponibilité. Bon, c'était, je dirais, dans la suite logique de mon intégration chez PSA, mais au départ, c'était pas la production, c'était la maintenance. Et puis, bah, D'accord. du coup, j'ai appris à aimer ce métier, voilà, que j'ai exercé pendant plus de 4 ans, Mhm. et avec des résultats probants. Pareil, j'étais dans la continuité de ce que je peux offrir ben, à mes dirigeants, et donc avec de très très bons résultats. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment en partenariat. Donc justement, on avait rencontré quelques problématiques diverses et variées, et ce qui est normal, hein, une façon qui ne rencontre pas des problématiques dans l'industrie. Et donc j'ai pareil eu l'occasion de travailler en partenariat avec mes collègues fournisseurs, notamment notamment une fonderie qui est basée dans les Ardennes, à Charleville-Mézières, qui fait partie du D'accord. groupe PSA Peugeot Citroën, qui nous livrait nos matières, avec lesquelles justement on avait besoin de faire quelques ajustements, et on a réussi à travailler en partenariat et trouver rapidement des solutions. Donc justement, ce métier de la production nécessite de travailler en partenariat avec tout un tas de départements qui gravitent autour de celui de la production. Bah, donc forcément la D'accord. maintenance, bien évidemment, la logistique, le supply, la qualité, bien évidemment. Mhm. Voilà, donc c'est un beau métier avec énormément d'exigences, et puis bon, bah, il faut répondre à la demande, hein. Donc vous avez des clients au bout et qui demandent effectivement à pouvoir disposer en temps et en heure bah, des éléments fabriqués, et puis D'accord. forcément avec aucune anomalie possible. Donc Ok. voilà, c'était une nouvelle, euh, une nouvelle expérience pour moi, et que j'ai appris à aimer, et qui faisait partie donc, bah, je dirais, de mes capacités, en plus de mes capacités techniques. Et là, le fait déjà d'avoir effectivement une approche technique lorsqu'on est responsable production, ça a énormément de valeur, puisque bah, du coup, on peut comprendre quand il y a des anomalies techniques sur nos lignes, on est capable de tout de suite de comprendre de quoi il s'agit, le temps nécessaire que ça va mettre pour pouvoir redémarrer, de pouvoir éventuellement organiser ses équipes, éventuellement des samedis matins, ça peut arriver parce que Mhm. on a une grosse panne technique. Voilà, ça fait D'accord. partie de la vie de l'entreprise, hein, c'est comme ça. Voilà ma première expérience en production, et elle a été vraiment probante pour moi. Et justement, au bout de ma 5e année chez PSA Peugeot Citroën, ma direction m'a proposé de devenir responsable euh, d'un département, donc ce qu'on appelle responsable business unit, hein. Donc Mhm. ça aurait représenté entre 700 et 1000 personnes à gérer, sachant D'accord. que dans mes fonctions de responsable production dont je vous parlais, effectivement, j'avais une gestion en 5 équipes, donc avec un WSD, et j'avais donc sous ma responsabilité 5 chefs d'équipe, et au total, je totalisais une centaine de personnes sous ma responsabilité. Donc voilà. D'accord. Donc j'avais passé de 100 à 700, si ce n'est que bah, une nouvelle aventure s'offrait à moi, et notamment en Polynésie française. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Ok. Et en tant que manager qui a changé à plusieurs reprises de poste, euh, l'importance de l'équipe sur laquelle tu arrives, c'est un point crucial. Est-ce que tu as un processus pour identifier les personnes sur qui tu peux t'appuyer? Comment tu fais quand tu arrives sur un nouveau poste? Est-ce qu'il y a une, voilà, est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu utilises, je sais pas, certaines méthodes conventionnelles ou pas? Enfin voilà, comment tu fais pour mettre le doigt sur les collaborateurs sur qui tu peux t'appuyer? Alors, je vais pas vous délivrer tous mes secrets, parce qu'après, je peux avoir de travail dans mes nouvelles fonctions. Donc, je garde un petit peu ma créativité. Il y a, mais quelques éléments que je peux soulever.
Moi, vraiment, je me destinais à être manager. Donc, ça veut dire que quand on manage, on aime l'humain. Mhm. C'est essentiel. Aujourd'hui, vous pouvez avoir la plus belle usine du monde avec les plus beaux process industriels qui puissent exister, automatisés, robotisés, des centres d'usinage, des machines de packaging en milieu pharmaceutique. Ça n'empêche que ce qui fait le succès d'une entreprise, ce sont essentiellement le personnel. Donc il faut savoir motiver. On parlait tout à l'heure de jeunes à motiver, des apprentis. Vraiment, c'est un élément crucial pour pouvoir faire en sorte que les gens se sentent bien au travail. Pour moi, c'est une obligation. Vous vous doutez bien que quand vous avez des salariés qui se lèvent à 3 heures du matin pour prendre leur poste à 5 heures, et quand on est dans cette configuration-là pendant des années, évidemment, il est essentiel que on ait énormément d'intérêt auprès de notre population. Donc, moi, notamment, c'est ce que je dis aussi un peu à mes stagiaires, dernièrement des sixième années de pharma, hein, Mhm. qui se destinent à l'industrie. L'élément essentiel, c'est comment manager son personnel. Et donc, la première technique managériale, c'est de savoir dire bonjour à ses salariés. Ça paraît tellement simple comme ça, le fait d'échanger avec toi, Yann, mais c'est essentiel. Alors, vous vous doutez bien, quand vous avez une centaine de personnes à gérer, vous n'allez pas saluer tout le monde un à un, sinon vous allez y passer la journée. Mais vous avez des techniques, notamment moi chez PSA Peugeot Citroën, lorsque ma population, donc ça pouvait représenter une trentaine de personnes qui venaient en salle de pause pendant leur pause, eh Mhm. ben, ça vous empêche pas de passer et de saluer tout le monde verbalement avec un grand signe de la main en disant bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout a l'air de bien se passer ce matin, vous m'envoyez ravi, je vous souhaite une excellente pause. Je passerai à tel endroit parce que bon, enfin, chez PSA Peugeot Citroën, on avait des lignes de production qui faisaient je ne sais combien de mètres. J'avais même mon petit vélo devant mon bureau pour pouvoir aller à l'autre bout de la ligne de production. Mais voilà, donc Mhm. ça m'arrivait tout le temps, tous les jours, de pouvoir aller dans un secteur, puis dans un autre secteur, etc., etc. Donc voilà, donc Ok. l'essentiel, c'est vraiment la gestion humaine. Et forcément, lorsque vous êtes proche de vos équipes, alors attention, je ne suis pas un chef d'équipe, hein, c'est le chef d'équipe qui est vraiment encore un cran un peu plus proche de ses collaborateurs. Et moi, je fais en sorte de m'assurer que mes chefs d'équipe fassent bien ce qu'on appelle des tours de terrain pour aller Mhm. saluer leurs salariés, pour aller discuter avec eux. Vous avez toujours des demandes personnelles, forcément, lorsque vous vivez pendant des années avec les personnes que vous appréciez professionnellement, bah, vous vous doutez bien que dans une vie, il peut y avoir quelques difficultés. Voilà, vous pouvez avoir des soucis vis-à-vis de certains où effectivement il y a un décès dans la famille, c'est pas simple à gérer. Vous avez les divorces, vous avez la voiture qui casse. Enfin voilà, vous avez différentes problématiques et c'est là où justement les salariés ont besoin de vous aussi. Et c'est là aussi où il faut savoir répondre favorablement à leurs demandes. Même si ça désorganise vos services, il est essentiel de pouvoir se substituer à ces absences justifiées, bien évidemment, pour pouvoir répondre favorablement à la demande du collaborateur. Donc voilà, ça fait partie aussi du management tel que on se doit de l'exercer. Et puis, quand vous êtes forcément bienveillant avec votre population, vous inquiétez pas, ils sauront vous donner parfaitement l'énergie, le positivisme pour pouvoir faire tourner à plein régime votre outil de production. Il y a une autre action à mener aussi, et je l'entends un petit peu à travers les propositions qui me sont formulées ces derniers temps, c'est que nos salariés ont besoin de visibilité. C'est essentiel. Si vous êtes juste là à avoir vos salariés dire bon écoute, tu dois faire, je sais pas moi, 10 000 boîtes par jour, bon bah à la fin de ta journée, il faut que tu fasses 10 000 boîtes par jour. Ça marche pas comme ça. Donc je vous parlais de bienveillance, de suivi.
et il faut que nos salariés sachent là où on souhaite les emmener. Il y a un budget qui est construit d'année en année. Il est Mhm. essentiel que ce budget ruisselle vers nos collaborateurs. Il faut qu'ils sachent exactement quels sont les objectifs de l'entreprise, comment eux peuvent contribuer au bon fonctionnement de cette entreprise à travers leurs métiers respectifs. Mhm. Voilà, et à partir de là, ils pourront eux-mêmes, en totale autonomie, mettre toute l'énergie euh, à déployer pour que justement l'atteinte des objectifs soit réalisée, avec forcément des indicateurs sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour voir s'ils sont en avance, en retard, voilà. Des indicateurs de qualité aussi pour dire, ben, effectivement, on produit convenablement et en parallèle, ben, on fait de la bonne qualité. Donc, ça nous évite de perdre du temps à traiter des rebuts ou à traiter des réclamations ben, qui peuvent nous poser un problème vis-à-vis de nos clients. On se doit de montrer du sérieux par rapport à la production qu'on réalise. Euh, donc voilà, c'est essentiel de Très pouvoir clair. bien accompagner nos salariés à travers les objectifs de l'entreprise, de pouvoir bien comprendre comment a été construit le budget. Et on a des outils que l'on appelle aujourd'hui le lean management. Donc Mhm. ça permet d'avoir des chantiers d'amélioration continue pour pouvoir disposer d'un groupe de salariés et de trouver avec eux bah, des solutions problématiques que l'on peut rencontrer, hein, des D'accord. problématiques organisationnelles, des problématiques éventuellement relationnelles, des problématiques techniques, etc., etc. Et donc, Ça- à travers, oui, Yann, Ouais, excuse-moi. Alors non, non, le lean, c'est un sujet à part entière. Je sais pas si on va avoir le temps de tout faire aujourd'hui. oui, c'est un beau En sujet. revanche, on est beaucoup sur l'humain depuis le début et ça m'intéresse Oui, beaucoup. Le recruteur que je suis aimerait te poser la question de comment justement tu recrutes toi les meilleurs collaborateurs pour rejoindre ton équipe. Comment tu les identifies, comment tu les trouves et comment tu réussis à savoir que c'est le bon que tu recrutes. eh ben, c'est la question la plus difficile qui soit parce que bah forcément, comme tout bon manager que je suis, bah, je me suis planté hein, à travers certains recrutements. Ça arrive, ça fait partie de nos vies professionnelles respectives. Donc c'est difficile. Moi, j'ai essayé de travailler sur différents schémas, Mhm. c'est-à-dire de pouvoir disposer de personnel pendant X mois. D'accord. X mois, c'est au minimum 6 mois, par exemple, d'intérim, de Mhm. voir avec qui on travaillait, comment se comportait la personne, est-ce qu'il était toujours en retard, pas en retard, est-ce qu'il était concerné par ce qu'il faisait. Donc on a eu de super candidats. Bon, je parle d'une ou deux personnes en 40 ans de service, mais bon, voilà, forcément, c'est un peu dommageable qu'on en arrive là. Et donc, ces personnes-là, irréprochables, tout se passait bien. Et dès qu'il y a la signature du contrat, c'est plus du tout les mêmes personnes. Donc, tout ça pour dire D'accord. par rapport à ta question, c'est extrêmement compliqué. Je pense que ceux qui nous écouteront pourront se retrouver à travers, je dirais, ma petite expérience. C'est très très compliqué de pouvoir être sûr à 100% de trouver la bonne personne. Bon, ensuite, il faut pas effacer forcément tous les autres recrutements qui sont juste exceptionnels, hein. Donc, c'est-à-dire que 99% du temps, ça se passe bien. Mais c'est dommage qu'on puisse mettre une personne qui ne corresponde pas à la philosophie telle qu'on l'inscrit au sein des équipes. Donc, si c'est pour venir polluer des collaborateurs qui vont bien, c'est un peu dommage. Bon, de toute façon, on s'appuie aussi sur les collaborateurs qui vont bien, hein. Eux vont vous le dire aussi si ça se passe bien ou pas bien avec la personne. Donc, si eux-mêmes arrivent à détecter très rapidement que le collègue qu'on leur a mis à proximité ne correspond pas, ils vont vous le dire rapidement. Donc ça, c'est très D'accord. bien. On peut s'appuyer sur les compétences de nos salariés, mais force est de constater que bah, pour certaines embauches, même eux ne l'ont pas vu arriver. Donc voilà. Bon D'accord. après, il faut pas non plus généraliser,
globalement, ça se passe quand même relativement bien. Mais est-ce que tu as des, je sais pas, des questions qui reviennent tout le temps que tu poses où la réponse est cruciale pour toi? Est-ce que, je sais pas, tu as une procédure d'analyse des réponses, du CV, de la candidature, etc. Qu'est-ce comment tu fais pour essayer de tendre, tu disais, tu as 99% de tes recrutements qui se passent bien, ce qui est quand même très bien. Et du coup, quel est ton process à toi pour essayer justement de maximiser tes chances de trouver, d'avoir et d'intégrer les bons candidats dans ton équipe? Alors bon, c'est des sujets qui sont un peu borderline parce qu'il faut faire attention quand même à travers les entretiens que l'on met en œuvre. On peut pas non plus aborder des sujets, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il faut travailler en partenariat aussi avec les RH qui eux peuvent éventuellement parler de sujets peut-être un peu plus personnels, si je puis dire. Par exemple, on peut parler de contre-indications médicales ou ce genre de choses. Donc il faut être sûr que la personne que l'on recherche puisse vraiment correspondre à d'autres besoins et surtout par rapport aux contraintes que l'on peut avoir en termes d'horaire, en termes d'environnement de travail. Bon, un petit exemple parmi tant d'autres. Par exemple, les chaussures de sécurité, il faut que ça soit porté par tous. Dans le milieu de la pharmacie, vous avez des chaussures spécifiques blanches. Voilà, c'est comme ça. Bon, bah certains, ça leur pose problème. C'est tout bête, mais si dès le départ, on se rend compte qu'au bout de 6 mois, la personne elle peut plus porter ses chaussures de sécurité, c'est un peu dommageable. Bon, enfin Mhm. voilà, c'est des petits éléments, mais qui peuvent avoir une importance ensuite, pas dramatique, mais presque, voilà. Euh, donc le point de départ, ça reste forcément le CV, donc ça me permet de moi de voir un petit peu à qui j'ai affaire en termes de Mhm. voilà au niveau diplôme. Bon, je sais que principalement, je commençais moi à m'intéresser de par les technologies que l'on employait. J'étais intéressé sur des profils bac professionnel. Donc, je suis bien passé pour le savoir puisque j'ai vécu cette filière-là. Donc, pourquoi? Mhm. Bah parce que moi, dans ma stratégie, en tant que par exemple directeur de production, il était essentiel que je puisse mettre au cœur des machines mon personnel de production. Voilà. Je voulais pas ce qu'on D'accord. appelle des push buttons, c'est-à-dire j'appuie sur le bouton, la machine démarre et puis voilà. Non. Donc il fallait que la personne puisse avoir un CV qui me permettait de me projeter avec elle sur ses capacités techniques, de pouvoir rentrer au cœur des machines, démonter des pièces de format, nettoyer les machines, remonter des pièces de format, essayer de régler tant bien que mal les machines avant un démarrage en production. Alors, le but du jeu, c'est pas de se substituer aux techniciens de maintenance, bien évidemment, Mhm. mais on peut demander à des opérateurs de production d'aller un peu plus au cœur du système, des systèmes, D'accord. et voilà. Donc, il fallait que le CV puisse concorder avec justement les exigences telles que je l'ai souhaité, puisque bon, bah, forcément, vous faites ce qu'on peut appeler des nettoyages de lignes. Ça peut être dans l'agroalimentaire, dans la pharma, ce qu'on appelle aussi des vides de lignes, notamment en pharma également. Mhm. Des laveries, donc nettoyage de pièces. Donc il faut aussi que les personnes puissent être pleinement intègres à travers les procédures que l'on exige, hein. On nettoie pas des pièces, on nettoie pas des machines industrielles, comme on nettoie son salon à la maison. Quoique, D'accord. voilà. Mais voilà, donc c'est vraiment de s'assurer que la personne, elle puisse... c'est-à-dire que quand on est en entretien, on se l'imagine, hein. On se dit, est-ce que cette personne... Et d'ailleurs, les discussions vont en ce sens. Je dis, écoutez, demain, je vous mets à l'épreuve. Vous êtes au cœur du machine. Est-ce que ça vous impressionne? Est-ce que ça vous fait peur? Voilà. Donc, il y en a qui disent, ben non, justement, c'est ce que je recherche. Ou d'autres, bah, attendez, moi, j'ai jamais fait ça. Est-ce que, bah, j'ai écouté, nous, on a des protocoles qui nous permettent de vous monter en compétences. On peut voir. Vous semblez être un profil fort intéressant, déjà de la bienveillance, du savoir-être, voilà, donc c'est déjà très intéressant. Vous avez une petite formation de couture, donc ça veut dire que manuellement, bah, vous faites quand même des choses avec
avec vos mains, donc vous avez la possibilité certainement de pouvoir manipuler des pièces en toute facilité. Et puis D'accord. effectivement, moi j'ai eu l'occasion d'embaucher des couturières qui aujourd'hui sont opératrices en production, en milieu pharmaceutique et qui se débrouillent très très bien. Ok, Donc voilà, très donc clair. on essaye de se projeter à travers les personnes que l'on a en face de soi. Aujourd'hui, on met quand même pas mal l'accent sur le savoir-être, vous vous doutez bien aussi. C'est de plus en plus le cas, oui. Les clients, l'époque où on cherchait un parcours scolaire très formaté et un parcours professionnel très standard, c'est une période qui a beaucoup évolué et aujourd'hui, beaucoup de nos clients nous sollicitent plutôt sur le volet soft skills pour bah voilà, avoir des personnes motivées, des personnes qui peuvent être opérationnelles sur le poste et qui vont bien se transposer, qui vont bien évoluer. Parce que c'est pas parce que vous avez fait le même job chez un concurrent que vous êtes forcément le meilleur pour prendre le job. Il y a un côté rassurant parce que vous connaissez le secteur, vous connaissez deux, trois choses, mais ça fait pas de vous une personne motivée, ça fait pas de vous une personne performante. Et de plus en plus, les personnes bah, évoluent en ce sens dans le recrutement dans l'industrie. Et d'ailleurs, euh, je parle un peu de moi, mais j'ai un client il y a 15 ans qui me disait je veux un ingénieur qui a fait une prépa, qui a fait un parcours scientifique à l'école, vraiment voilà, très stéréotypé, etc. Aujourd'hui, il me dit trouve-moi un gars motivé qui bidouille sa mob au pied de la tour et puis le reste, on va lui apprendre. S'il a envie de bosser et qu'il aime la technique, on va faire le reste. Et c'est assez symptomatique, en fait, assez révélateur de ce qui est devenu le recrutement aujourd'hui dans l'industrie, où la compétence technique est encore importante, mais en fait, ce qui fait la différence, c'est le comportemental. Oui, bien sûr, je te rejoins complètement, Yann. De toute façon, c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, on a un mal de chien à recruter des profils tels qu'on le souhaite. Ça Mhm. n'existe plus, ça. Donc, il faut se mettre à la page. Il y a beaucoup d'entreprises où moi j'entends aussi parler de cabinets qui ont un mal de chien à convaincre leurs clients d'aller sur d'autres profils. Mm. Et pendant ce temps-là, bah, il se passe rien dans l'entreprise. L'entreprise continue à avoir des difficultés. Et à côté de ça, on a des potentiels, des potentiels collaborateurs qui peuvent être des génies et qui sont pleinement motivés pour rentrer au cœur d'une entreprise, même s'ils ont jamais mis les pieds. Quelqu'un qui sort de l'automobile, qui rentre dans la pharma, moi je ne comprends pas qu'aujourd'hui, bah, j'en suis l'exemple, hein, moi on me dit ah bah oui, voilà, on vous propose pas d'émission parce que vous n'avez pas travaillé dans tel secteur d'activité. Mais où est-ce qu'on va? Enfin, il faut arrêter avec tout ça. C'est C'est ça. effectivement le management tel que je le connaissais dans les années 80. On est en 2025 aujourd'hui. Et ça Donc, rassure les gens, en fait. Ça rassure les recruteurs de penser comme ça. À la fois, je vois nous, hein, les clients se disent bah, je paye, c'est pour avoir un profil très précis. C'est aussi une méconnaissance des autres secteurs. Il y a des secteurs qui sont très proches, on va dire d'un point de vue métier. L'aéronautique, l'automobile, on est sur la conception de pièces mécaniques, sur de l'assemblage, etc. Bah, malgré tout, dans l'aéronautique, ils ont beaucoup de mal à embaucher des gens de l'automobile et inversement. Euh, pour différentes raisons historiques. Et puis très souvent, l'analyse, c'est ouais, mais on en a embauché un qui vient de ce secteur, ça s'est mal passé. Donc en fait, tout de suite, on coupe ouais. un vivier de candidats. Et pour aller au-delà, régulièrement, on a des clients qui nous disent on veut ci, ça, etc. On recrute pendant des semaines, pendant des mois, on trouve pas, on trouve pas, on trouve pas. On explique qu'il faut s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Et il arrive un jour où les clients nous disent bah, finalement, on peut plus s'ouvrir, on n'a plus le temps de former, donc on est encore plus précis dans le recrutement. Donc on a galéré pendant des mois à trouver le bon candidat, et au Mm. final, on va toujours pas le trouver parce que bah, on est encore plus restrictif, alors que si dès le début on s'était un petit peu ouvert, on avait fait un peu confiance aux recruteurs, que ce soit en interne ou en externe. Je suis pas là pour défendre les cabinets de recrutement, mais quand vous avez une RH qui voit 10, 15, 20 candidats chaque semaine depuis des années, elle est aussi apte à vous dire bah lui, il est peut-être pas super bon techniquement par rapport à ton besoin, par rapport à ton contexte,
mais il a telle compétence importante, il a telle soft skills qui est valorisante. Et des fois, il y a aussi ce sujet-là, le recrutement, c'est un pari. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a des échecs, on se trompe, on est sur quelque chose qui est d'immatériel. L'humain, c'est pas évident à appréhender. Mais encore une fois, il y a aussi une part de ressenti. On parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de sujets extérieurs dans le recrutement, mais il y a aussi un sujet dont on ne peut pas se passer, c'est le ressenti, l'historique que le recruteur va, va se faire en fait. Toi, ça fait des années que tu recrutes des profils techniques, des profils en maintenance industrielle, etc. Bah, à force, quand tu vois un candidat en entretien, tu es aussi apte sur des choses un peu intangibles à te dire ah ouais, là, j'ai un petit doute, ou à contrario, il manque quelque chose, mais il y a peut-être un petit plus sur cette candidature. Euh, Juste, donc, comme tu le disais, tu es passé de secteur en secteur. Comment on s'adapte quand on change de secteur, justement? Euh, Parce que tu as des candidats. Alors, les recruteurs ont du mal à switcher, mais les candidats ont parfois peur. Je connais super bien la pharma, mais je connais pas l'agroalimentaire. Je connais super bien l'automobile, mais je connais pas l'aéronautique. Est-ce que tu prépares ta prise de poste, je sais pas, en regardant des vidéos, en lisant des documentations, etc. Est-ce que tu t'imposes quand tu arrives sur un nouveau poste dans un nouveau secteur de discuter avec les gens, rencontrer, etc. Est-ce que tu fais du réseau en externe? Et, enfin voilà, comment tu fais justement pour faire en sorte que la greffe prenne? Alors, dès le départ, je t'avais expliqué qu'effectivement, moi, j'étais intéressé de pouvoir rentrer dans différents secteurs d'activité. Donc, j'ai eu l'occasion Mhm. effectivement de démarrer ma carrière chez PSA Peugeot Citroën dans le domaine de la maintenance et de la production. Ensuite, j'ai eu l'occasion de partir en Polynésie française à Tahiti au sein de l'entité Air Liquide, donc fabrication D'accord. d'oxygène médical pour les hôpitaux tahitiens. Donc là, Mhm. responsable industriel, c'est-à-dire à la fois responsable de la maintenance et responsable de la production. Qui plus est sur un site Céveso, donc effectivement, il faut être extrêmement vigilant. Donc nouvelle adaptation. Ensuite, une fois la Polynésie terminée, direction Lyon, où effectivement j'ai eu l'occasion de travailler pour une entité pharmaceutique. Donc pareil, je rentrais dans un milieu que je ne connaissais pas. Euh, En tant que directeur technique maintenance, la Mhm. première année, et puis à la fin de ma première année, ma direction m'a tout de suite demandé de passer en production. Alors j'étais un peu étonné parce que je pensais que les postes en production en milieu pharmaceutique étaient exclusivement dédiés justement aux docteurs en pharmacie, mais pas du tout. D'accord. C'est plus les postes au niveau qualité. Donc, nouvel environnement à chaque fois. Donc moi, c'est ce qui me plaît. Et puis, ce qui me plaît, c'est d'être dans la difficulté dès le D'accord. départ. Donc, bah, effectivement, en termes d'adaptabilité, je pense que là, j'en ai un petit peu fait quelques temps. Ensuite, moi, j'ai ma propre stratégie, ma propre façon de travailler. Donc, j'ai ce que j'appelle moi ma boîte à outils avec tous les D'accord. outils que je mets en pratique pour pouvoir atteindre justement les objectifs qui me sont fixés. Et notamment, le premier objectif, tu te doutes bien, c'est l'humain. Mhm. Donc, que tu puisses gérer une équipe soit de maintenance ou de production en milieu automobile, pharma, agroalimentaire. Déjà, le petit bonjour qui va bien, bah ça, tu peux le démultiplier. D'être proche de tes collaborateurs, bah c'est pareil, ça tu peux aussi le mettre en pratique. De pouvoir réunir une fois par an, au début d'année, l'ensemble de tes collaborateurs pour exprimer avec eux justement les objectifs de l'année précédente. Est-ce qu'ils ont été atteints? Oui, non. S'ils l'ont pas été, pourquoi? Et de D'accord. leur fournir quels sont les objectifs pour l'année suivante. Voilà, donc de la proximité au niveau humain. Donc ça, c'est vraiment l'aspect managérial. Ensuite, le deuxième gros pavé pour pouvoir bien s'adapter, c'est la maîtrise des budgets. Donc là, il faut D'accord. vraiment que il faut il y a un travail de partenariat avec ta direction qui est essentiel pour bien voir un petit peu comment tout ça est mis en œuvre. Donc généralement, il y a un gros travail avec nos collègues de la finance, hein,
pour Mhm. pouvoir travailler sur les coûts main-d'œuvre, pour pouvoir travailler sur ce qu'on appelle les CAPEX, donc les D'accord. investissements qui peuvent se chiffrer à quelques millions d'euros hein, parfois. Donc ça peut être Mhm. impressionnant par rapport à la façon dont nous on gère nos propres budgets personnels. Voilà, donc ça c'est, je dirais, le deuxième gros pavé. Et ensuite, ça a son importance parce que effectivement, à travers les échanges que j'ai où ils veulent vraiment de la spécificité, le troisième pavé pour moi c'est l'aspect technique. Mais effectivement, un process industriel dans l'automobile, en pharma, dans les gaz de l'air, exemple Air Liquide, ou dans la pharma, c'est pas forcément les mêmes outils industriels. Mais Mhm. peu importe, la philosophie reste la même. Bon, forcément, quand vous travaillez sur des sites type, je peux comprendre Total Energy ou dans la chimie chez Air Liquide, sur des sites Céveso ou avec des zones ATEX, donc qui peuvent être considérées, enfin qui le sont suivant le niveau dans lequel on se trouve, dangereuses. Effectivement, il faut bien se familiariser avec les protocoles propres à l'entreprise. Mais là, c'est D'accord. pareil, vous vous appuyez avec les ingénieurs en place, IHS. C'est vraiment, de Mhm. toute façon, toujours un travail en partenariat avec vos collègues, donc DRH, qualité et de la sécurité, bien évidemment. Donc, on s'adapte parfaitement. Il n'y a pas de souci en ce sens. Et pour finir, juste une petite anecdote. Moi, en milieu pharmaceutique, là où j'avais pas de problématique d'effectif, il y a encore une dizaine d'années, où on me proposait à peu près 7 candidats intérimaires par jour. Aujourd'hui, j'en Mhm. suis à deux par semaine. Et Ah oui. encore, les deux qui me sont proposés, c'est pas tout à fait forcément les candidats que je souhaite. Donc voilà, donc à un moment donné, il faut vraiment euh, poser les cartes sur la table et puis de voir comment on peut travailler. Mais moi, si je peux aider à expliquer aujourd'hui à travers mon expérience, d'aller à l'essentiel et de pas Mhm. tergiverser sur certains sujets D'accord. ou de gratter quelques milliers d'euros par-ci par-là. Enfin, c'est une perte de temps incroyable. Donc, Ok. tout ça pour dire que tout le monde est adaptable. Moi, aujourd'hui, des opératrices non diplômées, tout à l'heure, je parlais effectivement d'une vision bac pro. Ça m'est arrivé Mhm. forcément, de par mes contraintes, d'embaucher du personnel non diplômé qui trahit la couture et qui aujourd'hui sont opératrices de conditionnement avec un niveau d'expertise juste exceptionnel. Donc D'accord. voilà, donc ça existe de pouvoir Ok. transformer entre guillemets nos opérateurs comme des génies tels qu'on le souhaite. Donc il faut aller vers ça. Il faut justement s'appuyer Ok. sur ce que tu disais au niveau humain. Ok. Stéphane, tu te tournes aujourd'hui vers le management de transition après une carrière riche en tant que salarié. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer la raison de ce tournant, qui est une approche différente de ta relation au travail? Alors, bah, c'est pareil, c'est tout simple, hein. Lorsque je suis rentré dans ce centre de formation d'apprentis où j'avais la chance de pouvoir disposer d'un petit salaire à la fin du mois, de m'acheter mon premier vélo, ma première mobilette, de me payer mon permis de conduire, bah, j'étais heureux de ça hein, à 18 ans, 20 ans, et donc je m'étais toujours dire qu'un jour je remercierais ce que l'État français a su me donner à D'accord. travers, euh, à travers justement de la voie de l'apprentissage qui m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui professionnellement et aussi forcément un peu l'homme que je suis naturellement. Donc voilà, et donc à travers toutes les expériences professionnelles que j'ai vécues dans les différents secteurs d'activité tels que je vous les ai exprimés, bah aujourd'hui à 52 ans, bah, j'estime que je suis pleinement mature pour pouvoir proposer mes services, mettre toute mon énergie, toutes mes compétences, toute mon analyse auprès des industriels qui en auraient le besoin.
Ce que je dis D'accord. par là, c'est que il s'agit pas non plus d'exprimer les choses en disant tout va mal dans les entreprises, pas du tout, hein. Un manager de transition, on va peut-être y revenir, peut faire simplement du remplacement parce qu'il y a un encadrant qui part en formation pendant 6 mois. Donc voilà, et tout se passe bien dans l'entreprise, si ce n'est qu'il y a une absence pendant quelques mois d'un encadrant. Et forcément, un manager de transition est pleinement habilité à pouvoir le remplacer dans les meilleures dispositions, même si forcément on n'a pas toute la, comment dire, toutes les facultés pour pouvoir le remplacer à 100%. Mais si on peut déjà, à travers nos expériences respectives, aider à maintenir le département convenablement, on n'a aucun souci là-dessus. On saura faire le job sans problème. Ok. Donc voilà, donc merci à la France. Moi, je suis fier d'avoir pu, mais vraiment exercer ma formation technique par la voie de l'apprentissage. Et donc, si bah, certains directeurs de d'établissements scolaires ou de centres de formation nous entendent, eh ben, écoutez, je serais ravi de pouvoir venir vous rencontrer vos élèves, et si je peux les aider à être convaincus par mon parcours et éventuellement entrer dans l'industrie, ben, j'en serais pleinement ravi, j'en serais pleinement satisfait. Voilà, Le- j'ai eu l'occasion d'écrire au ministre de l'Industrie en ce sens aussi, Mhm. à quelques politiques aussi de la région de Normandie, pour leur dire qu'effectivement j'étais à leur disposition en cas de nécessité si s'ils avaient connaissance de besoins, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, au niveau industriel, enfin peu D'accord. importe, ben, je saurais répondre présent. Ok, le message est passé. En tout cas, merci beaucoup. Et du coup, peut-être pour terminer là-dessus, puisqu'on n'est pas que là pour le plaisir, je crois que tu recherches des missions en ce moment. Pour toi, allez, la prochaine mission ou la mission idéale, elle ressemble à quoi? Vers quoi tu as envie de te tourner et pourquoi on te sollicite? Alors, moi déjà, je suis revenu en Normandie puisque j'aime ma région. J'ai encore ma petite maman de 84 ans à gérer, voilà, et donc on est ravis de pouvoir être proche d'elle. Donc forcément, moi, ma mission, je la verrai déjà dans un premier temps dans ma belle région normande. D'accord. Voilà, puis on n'est pas à plaindre, hein. Il y a de très très belles industries en Normandie, Mhm. que ce soit dans l'agroalimentaire, dans la pharma, l'automobile. Enfin voilà, la région est riche quand même d'industrie. Mhm. Donc si je pouvais avoir une mission proche de là où je vis aujourd'hui, donc à Caen, ben, j'en serais ravi. Voilà, si ce n'est que je suis complètement mobile sur toute la France. Les dom-toms, alors si vous me trouvez une mission en plein hiver en Guadeloupe ou en Polynésie, alors là, ou à La Réunion, j'en serais doublement ravi, vous vous doutez bien. Les pays limitrophes aussi, Belgique, Luxembourg, Suisse, aussi pays francophones. D'accord. Voilà, j'ai été sollicité par un pays d'Afrique pour pouvoir Ok. intervenir justement lors d'un séminaire. Mhm. Ensuite, peu importe le secteur d'activité, bon, il est vrai qu'il y a des secteurs que je privilégie plus que d'autres. C'est vrai que la chimie, le nucléaire, c'est pas forcément là où je m'éclate le plus, donc j'essaye aussi de trouver des missions qui puissent me convenir un peu plus. Mais voilà, tout ce qui est agroalimentaire, aéronautique, pharma, automobile, Ok. dans l'électroménager, je sais qu'il y a des sociétés d'électroménager aussi. Enfin voilà, donc je suis disponible. Euh, et puis bon, pour différents demandes, hein, donc ça peut être effectivement Mhm. remplacement d'un encadrant qui est absent pour diverses raisons. Après, D'accord. c'est sûr, je préférerais quand même des missions un peu plus longues, donc au moins minimum 6 mois. Ça serait très bien, Ok. mais si s'il y a des besoins vraiment urgents sur des missions de 3 mois,
Après, bon, forcément, un manager de transition, c'est pas gratuit, vous vous doutez bien. Ce qu'il faut, c'est essayer de marier les choses convenablement, c'est-à-dire entre le besoin et ce qu'on est capable de proposer. Comme je vous le disais, hein, enfin, le sens aussi de cette de ces nouvelles fonctions me concernant, bah, c'est de filer un coup de main, hein. Mm. Si je peux aider une entreprise qui est en difficulté ponctuellement pendant 3 mois, et ben, ça sera avec grand plaisir que je répondrai présent. Voilà. Ok, super. Alors, on aurait encore plein de choses à se dire et je pense que toi et moi, on pourrait passer 4 heures à se parler. Toutefois, est-ce que il y a enfin voilà, un point que tu voudrais évoquer pour clôturer cet échange? Ben écoutez, je parle à vous, tout le monde, ceux qui peuvent nous écouter. Le monde change et il est perpétuellement en mouvement. On est en plein dedans aujourd'hui. On voit bien un peu ce qui se passe au niveau des US, au niveau de l'Ukraine, du côté, pareil, je dirais de l'Afrique ou autre. Donc effectivement, ça bouge dans tous les sens. Il faut pas se laisser aspirer par les mauvaises interprétations ou tout ce qui peut être dit de façon négative. Je vous invite à pas trop allumer votre télé, mais plutôt de nous écouter en podcast. Et voilà, et effectivement, bon, moi j'ai eu l'occasion, je suis un grand voyageur, j'aime la rando, hein, je vais en jungle, voilà, j'aime ça. Donc je vois un petit peu ce qui se passe aussi à l'extérieur. En toute honnêteté, on a un pays qui est juste magnifique. Les Français sont juste, euh, j'ai pas de mots pour décrire la population que nous sommes, avec forcément nos forces et nos faiblesses. Mais aujourd'hui, on est un petit pays dans ce magnifique globe où on est Mhm. capable de construire des centrales nucléaires, des porte-avions, des Rafales, des Airbus, des ponts. Le pont de Normandie en est une parfaite illustration. Des industries de l'automobile, de l'électronique, de la pharma. Enfin, voilà, j'en oublie plein d'autres, mais voilà, on est un pays exceptionnel avec une population, peu importe si vous êtes diplômé, non diplômé, extra diplômé, on s'en moque de tout ça. L'essentiel, c'est que tout le monde concourt à faire en sorte que notre belle France puisse, enfin, dominer sur tout un tas de sujets techniques. Et puis bon, bah forcément, moi, la technique, vous vous doutez bien, c'est quelque chose qui me parle. Et si je peux contribuer en 2025 à pouvoir faire en sorte que ça se présente encore mieux dans les entreprises, eh ben, j'en serais ravi. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on est confronté à des difficultés effectivement de recrutement, des difficultés de marché. Effectivement, là, ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir peut-être bien échanger avec nos amis américains, mais voilà, il y a le Canada qui revient vers nous, enfin, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a toujours des opportunités. Et puis bon, enfin, en toute honnêteté, ça serait pas, ça serait pas rigolo si on n'était pas dans la difficulté, hein. Voilà, c'est bien de sortir un peu de sa zone de confort. Bah, moi, justement, je l'étais un petit peu, donc c'est la raison pour laquelle je pars aussi sur ces nouvelles fonctions, entre autres. Donc voilà, donc c'est bien de pouvoir continuer à faire travailler sa créativité, d'être au contact des gens. Voilà. En tout cas, moi, je suis fier de ce que propose la France et lorsqu'on se balade dans le monde entier, on se rend bien compte qu'on est un pays qui est juste exceptionnel, extraordinaire, et je pèse mes mots. Je ne sais pas si tout le monde en est conscient. En tout cas, moi, je le suis. Et je peux vous assurer des petits pays, parce qu'à l'échelle du globe, on est petit, avoir de telles références dans différents domaines, c'est juste exceptionnel. Maintenant, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, forcément, vous vous doutez bien, mais voilà, c'est normal qu'on puisse pas mettre tout bout à bout. Ça n'existe pas le 100%. En qualité, on est assez bien placé pour le savoir et en production aussi.
Mais voilà, si on peut tous concourir et on concourt justement euh, au fait que justement on met toute notre énergie pour faire en sorte que tout ce qu'on entreprend chaque jour permet justement à la société d'avancer. Et puis juste pour finir, bon, moi je suis un fils d'ouvrier. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu à travers mes formations, mon apprentissage, mes postes à responsabilité. Je suis fier d'être un fils d'ouvrier. Donc tout ça pour dire que euh, tout le monde peut y arriver. Peu importe, peu importe de là où vous venez. Voilà, c'était pas simple à la maison, mais il y avait beaucoup d'amour entre nous. Mes parents nous ont vraiment éduqués parfaitement. Certes, c'était pas simple, mais voilà, il faut se bouger dans la vie et quand on se bouge, on aura toujours des opportunités. Donc voilà, donc moi je pense à tous ces salariés qui se lèvent le matin à 3 heures pour aller bosser à 5 heures, tous ceux qui travaillent de nuit, tous ceux qui travaillent les week-ends. Ben écoutez, soyez fiers de vous parce qu'en tout cas, moi, me concernant, au niveau de mon personnel, je l'étais et je leur ai souvent dit d'ailleurs que j'étais fier d'eux. Voilà. Donc j'ai un peu d'émotion, mais voilà. En tout cas, Bah, je je suis pense que fier c'est une de ce belle que j'ai réussi. clôture. C'est une belle clôture. Merci beaucoup Stéphane. Merci d'avoir pris le temps de me parler et puis à très vite. Eh ben, avec grand plaisir, Yann. Merci à toi et merci de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer et d'avoir cette opportunité. Et je reste disponible, bien évidemment.